L'approche compréhensive tirée de Dictionnaire des méthodes qualitatives Armand-Collin 2009. L'approche compréhensive est un positionnement intellectuel, une prise de position épistémologique qui postule d'abord la radicale hétérogénéité entre les faits humains ou sociaux et les faits des sciences naturelles et physiques, les faits humains ou sociaux étant des faits porteurs de signification véhiculés par des acteurs, hommes, groupes, institutions, parties prenantes d'une situation interhumaine. L'approche compréhensive postule ensuite la possibilité qu'a tout homme de pénétrer le vécu et le ressenti d'un autre homme, principe de l'intercompréhension humaine. L'approche compréhensive comporte toujours un ou plusieurs moments de saisie intuitive à partir d'un effort d'empathie des significations dont tous les faits humains et sociaux étudiés sont porteurs. Cet effort conduit, par synthèse progressive, à formuler une synthèse finale, plausible socialement, qui donne une interprétation en compréhension de l'ensemble étudié, c'est-à-dire qui met en interrelation systémique, dans une schématisation, dans des ensembles signifiants plus généraux, l'ensemble des significations du niveau phénoménal. C'est l'historien Droysen qui parla le premier en 1850 de la méthode compréhensive des faits humains. Cette méthode fut l'objet de divers développements de la part de Dilthey, 1833-1911, de Simmel, 1858-1918, de Weber, 1864-1920 et de Schutz, 1999-1959. L'approche compréhensive trouve sa source dans la philosophie de W. Dilthey, 1895. Pour W. Dilthey, il existe trois grands ordres de réalité qui expliquent le clivage méthodologique entre les sciences de la nature et les sciences de l'esprit. Ces trois ordres de réalité sont l'ordre mécanique, physico-chimique, l'ordre organique et l'ordre humano-historique. Ce dernier est irréductible aux méthodes naturalistes d'explication des phénomènes. Seule la science de l'homme peut atteindre à une compréhension interne de ses propres faits. Ainsi, la dualité nature-esprit commande-t-elle deux attitudes épistémologiques, l'explication et la compréhension, ce qui entraîne l'autonomie réciproque des deux groupes de sciences. Ainsi, les sciences humaines sont un ensemble original de sciences caractérisé par l'absence d'objet au sens physique du terme et donc par l'impossibilité d'application des méthodes des sciences naturelles et physico-chimiques. Les sciences explicatives, dit-il, subordonnent un certain domaine phénoménal à un système de causalité au moyen d'un nombre limité d'éléments bien déterminés, c'est-à-dire de parties constitutives du système. Cette conception caractérise l'idéal scientifique qui résulte en particulier de la physique atomistique. Au contraire, les sciences humaines doivent utiliser une méthode qui doit décrire un ensemble qui est toujours donné primitivement. Cette méthode, donc, ne doit pas être explicative ni historique, mais descriptive et tenir compte de tous les faits présents. Pour Dilthey, le cadre de référence objectiviste stérilise les sciences humaines. Ce qui caractérise les sciences humaines, c'est la recherche des significations. Pour atteindre le sens, il faut s'efforcer de comprendre le contexte présent, car seul le contexte peut faire apparaître la signification, laquelle n'est pas dans la connaissance des causes, mais dans la connaissance de tous les éléments présents reliés entre eux. Husserl, en 1913, apporta à l'espoir de Dilthey une théorie de référence, la philosophie de l'existence. Dès ses premières manifestations, la phénoménologie se définit comme une volonté de s'en tenir aux phénomènes, seule réalité dont nous disposons, et de les décrire tels qu'ils apparaissent, sans référence à une théorie explicative ni à des causes. La pensée causaliste, non applicable à l'expérience humaine totale du phénomène, sera mise entre parenthèses. Le premier principe de toute méthode phénoménologique est ce que Husserl appelle l'époché ou acte de suspension du jugement fondé sur des connaissances acquises. Nous devons en effet, pense Husserl, chercher le sens et non pas l'explication, car l'explication cache le sens. L'attitude phénoménologique se caractérise par le recours systématique à la description du vécu sans y substituer un mécanisme explicatif, lequel a invisiblement tendance à réifier les concepts. La dissolution de l'opposition subjectivité-objectivité dans la seule réalité de l'ère Leibniz, le monde vécu, implique une conscience et un monde. En effet, l'objet ne se constitue comme objet signifiant qu'au regard d'une subjectivité située, d'un moi en situation, la conscience étant toujours conscience de. Ainsi, la phénoménologie s'efforce d'expliciter le sens que le monde objectif des réalités a pour nous, tous les hommes, dans notre expérience partageable. Elle cherche à appréhender intuitivement les phénomènes de conscience vécue.
M. Weber propose en 1922 la notion d'idéal type pour construire en compréhension des modèles du comportement humain. Pour ce faire, Weber distingue plusieurs formes de comportement et en particulier le comportement rationnel par finalité. Sur ce point, il précise que celui qui agit de façon rationnelle par finalité oriente son activité d'après les fins, les moyens et les conséquences subsidiaires et confronte en même temps rationnellement les moyens et la fin et les conséquences subsidiaires et enfin les différentes fins possibles entre elles. En tout cas, celui-là n'opère pas par expression des affects et encore moins émotionnellement, ni par tradition. Pour Weber, c'est à partir de ce type de comportement rationnel par finalité que l'observateur peut évaluer les critères empiriques de la situation de la même manière que les acteurs. Pour arriver à la compréhension, le chercheur va s'efforcer de construire un modèle idéal typique de l'action des acteurs qu'il observe. Ce chercheur n'arrivera pas à mettre dans son modèle l'infinité des éléments qui rentrent normalement en ligne de compte dans toute action humaine. Il va nécessairement sélectionner, et cette mise en ordre qu'il fait est fonction de ses intérêts. Ce sont ces intérêts qui font que la réalité prend une signification à ses yeux, parce que seule cette portion de la réalité est en rapport avec les idées et les valeurs culturelles avec lesquelles il aborde la réalité concrète. Ce modèle idéal typique sélectionne donc des caractéristiques de l'environnement. Il est par ailleurs possible de construire plusieurs idéotypes pour le même phénomène. La variété des idéotypes est donc fonction de nos variétés d'intérêts. A. Schutz, en 1954, élève de Husserl et admirateur de Weber, appliqua tous les principes de la phénoménologie aux sciences humaines et fit considérablement avancer la réflexion épistémologique en ce domaine. Dans ce que nous appelons l'approche compréhensive, Schutz distingua clairement trois problèmes différents. 1. La compréhension, en tant que forme particulière de savoir immédiat ou de connaissance expérientielle sur les activités humaines. 2. La compréhension comme problème épistémologique, comment cette connaissance compréhensive était possible. 3. La compréhension comme méthode particulière aux sciences humaines. Sur le premier point, Schutz précisa les particularités essentielles de la connaissance compréhensive. Notre monde, qui est un monde interpersonnel et social, est expérimenté, dès le début, comme un monde ayant un sens. Il en suit donc que cette connaissance expérientielle de tout ce qui touche mes semblables est radicalement différente de la connaissance concernant des objets physiques du monde physique. Nous savons ce que fait autrui, pour quelles raisons il le fait, pourquoi il le fait à tel moment particulier et dans ces circonstances particulières. Cela signifie que nous expérimentons l'action de nos semblables selon ses motifs et ses buts. Là aussi, on saisit bien la différence qu'il y a par rapport à l'appréhension des mouvements des objets du monde physique qu'il n'est pas question d'appréhender en termes de motifs ou de buts personnels. En conséquence, on ne peut donc pas prétendre décrire et expliquer le comportement humain en termes d'observations sensorielles externes faites avec les sens d'externe ou avec des appareils d'observation et de mesure. Schutz développe là l'idée de Dilthey. Tout cela contribue à préciser la différence fondamentale entre les objets de pensée concernant les faits humains et sociaux et les constructions mentales formées au sujet des faits naturels et physico-chimiques. En effet, il dépend du chercheur en sciences naturelles et de lui seul de définir, en accord avec les règles de procédure expérimentale de sa science, son champ d'observation et d'y déterminer les faits qui sont pertinents pour son problème. Ni ces faits ni ces événements, dit Schutz, ne sont présélectionnés, ni le champ d'observation préinterprété. Le monde de la nature, tel qu'il est exploré par le chercheur en sciences naturelles, ne signifie quoi que ce soit pour les molécules, les atomes et les électrons. Mais le champ d'observation du chercheur en sciences sociales, la réalité sociale, a une signification spécifique et une structure relative pour les êtres humains vivants, agissant et pensant à l'intérieur de lui. Par une série de constructions du sens commun, ils ont présélectionné et préinterprété ce monde qu'ils expérimentent comme la réalité de leur vie quotidienne. Ce sont leurs propres objets de pensée qui déterminent leur comportement en le motivant. Les objets de pensée, construits par le chercheur en sciences sociales pour saisir la réalité sociale, doivent être fondés sur des objets de pensée construits par le sens commun des hommes vivant quotidiennement dans le monde social. De cette sorte, les constructions des sciences sociales sont dans débutement des constructions de second degré, c'est-à-dire des constructions faites par les acteurs sur la scène sociale, dont le chercheur doit observer le comportement et l'expliquer selon les règles procédurales de sa science.
L'étude du fait humain et social est donc radicalement différente du fait naturel, puisqu'elle est réflexion sur un fait signifiant déjà construit par une collectivité humaine. C'est un construit de second degré. En conséquence de tout cela, les faits humains sont donc très différents des faits physiques et naturels. Ils peuvent être appréhendés par une approche spécifique, la compréhension. Cette compréhension est un phénomène très particulier, quasiment un scandale de la philosophie, difficilement explicable. Cependant, on peut chercher à l'expliquer en considérant que les êtres humains naissent de femmes, ne sont pas concoctés dans des cohortes et que l'expérience de l'existence d'autres êtres humains et de la signification de leurs actions est certainement la première et la plus originale des observations empiriques qu'un homme puisse faire. Par ailleurs, la compréhension est donc avant tout non pas une méthode utilisée par le chercheur en sciences humaines, mais la forme expérientielle particulière selon laquelle la pensée courante s'approprie le monde socio-culturel par la connaissance et qu'elle est le résultat d'un apprentissage ou d'une acculturation, exactement comme le sens commun expérimente ce que l'on appelle le monde de la nature. De plus, cette compréhension n'est en aucun cas l'affaire d'une personne, d'un observateur, mais elle est l'affaire de tout le groupe social, et enfin, il est bien évident aussi, dans de nombreux cas, on peut avoir soi-même expérimenté les motifs et les buts d'autrui en se trouvant dans des situations identiques et à partir de ces expériences, en effet, si les faits de départ sont différents des faits des sciences physiques et naturelles, si la méthode compréhensive est différente des méthodes mathématiques ou expérimentales, n'en reste pas moins pour Schutz que les théories élaborées en sciences humaines sont comme toutes les théories des sciences empiriques, c'est-à-dire des formulations explicites de relations déterminées entre un ensemble de variables dans des termes où une quantité appréciable de régularité empirique vérifiable puisse être expliquée, et que ces théories sont des constructions objectives idéales typiques, élaborées au second degré selon des règles de procédure valables pour toutes les sciences empiriques et incarnant des hypothèses générales qui peuvent être mises à l'épreuve. Exemple. Approche compréhensive du monde des chevaliers d'après les peintures qu'ils affectionnaient par N. Elias, 1897-1991, suivit, entre autres, les cours de Husserl et de Jaspers et passa sa thèse à Heidelberg sous la direction d'Alfred Weber. N. Elias, 1973, considère que ces peintures traduisent nécessairement quelque chose de la sensibilité des chevaliers qui les contemplaient avec satisfaction accrochés à leur mur. Pour faire ressortir la sensibilité propre des chevaliers, Elias prend d'abord comme situation de référence sa propre situation d'homme contemporain. Il lui apparaît immédiatement que ces façons de présenter les choses de la vie quotidienne paraissent curieuses, voire choquantes. Il compare son ressenti à celui, supposé, des chevaliers. Personne, à cette époque, dit-il, ne trouve gênant ou anormal, puisque l'ordre de la création le veut ainsi, que les guerriers, les nobles, aient du temps pour s'amuser pendant que les autres travaillent. Ce tableau fait donc ressortir l'idée que rien n'est plus étranger aux esprits de cette époque que l'idée de l'égalité des hommes. C'est la raison pour laquelle la vue d'un homme qui travaille n'a rien de pénible, rien de honteux. Elias compare ensuite ce tableau avec d'autres tableaux appréciés par des aristocrates d'une autre époque. Des différences lui paraissent significatives. Les couches dirigeantes des phases ultérieures n'auraient pas accepté qu'on leur détaille de telles choses. Elles répugnaient à leur sensibilité, elles n'étaient pas belles, elles étaient contraires à l'art. Il n'y a guère que les Hollandais, représentants de couches moyennes et résolument anti-aristocratiques, qui accepteront, grâce à leur sensibilité moins formée, des images d'infirmes, de paysans, de potences, de personnages se livrant à leurs besoins naturels, tels que les peindra Bruegel. Le chevalier vit au milieu des couches laborieuses. Il n'est pas scandalisé par le travail de tout ce monde, ni par ses divertissements. Bien au contraire, il est fier de voir s'agiter autour de lui des gens à qui il ne ressemble pas, dont il est le maître. C'est ainsi que Dieu a créé le monde, des seigneurs et des valets. Il n'y a pas lieu de s'en scandaliser. La comparaison des différences d'appréciation en ce qui concerne les représentations de la vie quotidienne incite donc Elias à conclure au sentiment de fierté, modalité existentielle de l'être, du chevalier devant le peuple.